manga, c'est une violence incroyable. En 1996, Takehiko Inoue savoure sa nouvelle liberté en lisant des livres, en allant au cinéma, en sortant se balader, mais surtout en se consacrant pleinement au basket. Après tout, Takehiko reste un inconditionnel de la balle orange et il peut maintenant rattraper ses retards de panier en allant régulièrement sur les parquets, soit en tant que joueur, mais aussi en tant que spectateur. Pour ce faire, il y a évidemment les allers-retours Japon-États-Unis pour profiter de la sacro-sainte NBA, mais il a aussi tout le loisir de profiter d'une ligue à domicile, dans laquelle, d'ailleurs cette année, pour le 30e anniversaire de sa création, va être créée l'organisation Japan Basketball League, abrégée la JBL, qui va être chargée de la professionnalisation de ce sport. Acte symbolique qui indique que le basketball japonais est aujourd'hui assez populaire pour susciter l'intérêt des sponsors. Sponsors qui permettront à terme à la ligue de devenir indépendante et profitable. Une initiative que soutiendra Takehiko avec ce qu'il sait faire de mieux, à savoir des dessins. Comme par exemple ce magnifique poster pour le premier tournoi JBL, mais surtout via un autre projet dont on parlera juste après. 1996 est donc une véritable année pivot pour le basket japonais. Certains estimeront que ces événements sont simple suite logique de choses au vu de l'influence grandissante de la NBA à travers le monde, quoi de plus normal que de voir le Japon tenter une reproduction du modèle américain. Et certains interpréteront ces événements plutôt comme une preuve, s'il en fallait, de l'impact qu'a eu Slam Dunk sur un sport qui, jusqu'il y a peu, était encore méconnu dans l'archipel. En tout cas, c'est ce qu'ont pensé les gens de chez Sport Eye ESPN, la chaîne numéro 1 de sport au Japon à l'époque. Pour eux, la question ne se pose pas, c'est Takehiko Inoue qui porte cet engouement national, et ils veulent capitaliser là-dessus. Pour ce faire, ils ont une idée de projet, étant donné qu'ils souhaitent se développer sur internet et qu'ils savent que Takehiko dessine souvent à partir de véritables images d'archives, ils proposent donc aux dessinateurs de regarder les matchs NBA qu'ils diffusent et d'alimenter leur site avec des dessins des meilleures actions qu'il aura sélectionnées. Être payé pour regarder et dessiner les matchs qu'il aime, quoi de mieux pour Takehiko? Il accepte donc cette première mission freelance. Néanmoins, pour certaines raisons, le projet qui devait normalement débuter en novembre va être avancé à mai, donc en fin de playoff, plutôt qu'en début de saison. Takehiko se retrouve donc à devoir alimenter un site de manière journalière avec trop peu d'images pour travailler, qu'à cela ne tienne. Pourquoi ne pas faire plutôt une petite histoire en dessinant une page par jour, propose-t-il. En plus, il a déjà une idée de scénario. En tant que grand fan de Michael Jordan, il n'a pas manqué la sortie durant cette période de Space Jam. Il a donc dans l'idée de prolonger le concept du film en faisant un manga de basket intergalactique où ce sport serait dominé par des extraterrestres similaires aux humains, mis à part les cornes et leur couleur. Avec un tel pitch, difficile de ne pas faire un parallèle avec la situation nationale de l'auteur. N'ayant jamais eu de vrais représentants japonais en NBA, on peut dire que le Japon est exclu de la ligue, et on entend ici et là que cette éviction est surtout due à une infériorité morphologique, génétique, voire même ethnique. C'est donc un thème des plus complexes que Takehiko Inoue va s'employer à traiter dans une nouvelle œuvre s'intitulant Buzzer Beater. Démarrant avec Tono, un jeune humain aux cheveux bleus, le récit s'annonce assez proche de Slam Dunk, un héros grande gueule plein de potentiel qui va surmonter les obstacles pour tenter d'arriver au sommet et au bout de ses rêves. Mais cette fois, à la différence de Slam Dunk, le récit est doté d'un sous-texte fort. En effet, l'équipe de notre héros est 100% humaine et elle a pour objectif de prouver que le genre humain peut rivaliser avec des extraterrestres qui tirent leur puissance de leurs cornes. L'œuvre se veut donc plus métaphorique que son homologue filmique et semble prôner un discours national revanchard. Ils nous volent notre travail. Mais vers la fin du récit, on va se rendre compte que le message est bien plus subtil que cela. En effet, Tono est en réalité un métis, et il est donc confronté à un dilemme simple. Renier ses origines en arrachant ses cornes pour pouvoir continuer avec l'équipe humaine, quitte à faire une croix sur son potentiel et ses rêves, ou garder ses cornes et avoir une chance d'accomplir son rêve, ce qui veut aussi dire quitter ses amis et peut-être la fille qu'il aime. Une décision dont on ne sera la teneur qu'à travers la dernière case du récit nous montrant un Tono cornu. À travers cette œuvre, Takehiko Inoue a conscience du caractère éminemment discriminant du basket, ce sport où la taille est un formidable atout.
et où les Japonais, généralement plus petits, sont désavantagés. Mais il ne pense pas que ce soit une fatalité et pense plutôt que le vrai nœud du problème se trouve dans le retard de développement sportif du pays. Une idée qui dans le réel est confortée par les réguliers affrontements Japon-Chine, souvent perdus par les Nippons. Le propos de Buzzer Beater est donc simple et fait écho au changement actuel de la ligue dans laquelle l'arrivée de sponsors peut faire peur. Dans ce contexte, Takehiko se veut rassurant et nous explique que, indépendamment du fait que actionnaires et amoureux du basket ont des aspirations divergentes, eh bien les sponsors peuvent apporter de bonnes choses malgré eux. Chose très bien symbolisée dans Buzzer Beater où l'investisseur humain est plus animé par sa xénophobie que par son amour du jeu. Or, il va malgré lui permettre l'épanouissement du héros, en lui offrant un cadre, sans lequel Tono aurait certainement fait les mêmes erreurs que DT, comme si de mauvaises intentions pouvaient engendrer de bonnes conséquences. Buzzer Beater est donc une œuvre engagée, première pour Takehiko, et malgré son ancrage national, c'est dans 3 autres pays que l'œuvre va être publiée, ou devrais-je plutôt dire visionnée, car c'est sur les sites sportifs anglais, coréens, chinois et sur son site personnel que l'on retrouve entre 96 et 97 nos basketteurs du futur, faisant du manga un des premiers, si ce n'est le premier, web manga couleur international de l'histoire, 24 ans avant l'arrivée des webtoons actuels. Un véritable avant-gardiste, Takehiko Inoue. Malgré tous ses efforts, l'œuvre sera bien loin du succès d'un slam dunk. Bien qu'elle bénéficie d'une bonne réception puisque gratuite et partagée dans le monde, elle arrive dans une époque où internet est un luxe pour beaucoup. Par conséquent, la diffusion de l'œuvre s'en retrouve fortement impactée. Peut-être un peu trop en avance sur son temps, de Takehiko Inoue. L'expérience d'une auto-édition libérée de toute contrainte est donc un joli coup de pub pour son site et une expérience instructive, que ce soit pour les nouvelles technologies maîtrisées ou le travail sur la colorisation. Mais malheureusement, c'est un véritable échec de diffusion. Difficile de toucher un grand nombre de personnes quand on n'a pas la puissance éditoriale d'un géant de l'édition. C'est alors qu'il reçoit un coup de fil du Monthly Shonen Jump qui souhaiterait publier son histoire. Et c'est avec une implacable rigidité qu'il refuse dans un premier temps. Car dans un second temps, c'est Taizo Nakamura, son premier éditeur au Jump et vieil ami, qui le rappelle et lui demande ça comme une faveur. C'est alors qu'il se rappelle une phrase qu'il a récemment lue dans un ouvrage qu'on lui a conseillé et il accepte. Résultat, une publication dans le Monthly Shonen Jump en février 1997. Un résultat qui finalement est peu satisfaisant pour Takehiko Inoue, dont le nouveau style au trait épais, nouveau style contraint pour convenir au format numérique, donne un résultat grossier et brouillon sur papier. En plus de cela, il a conçu ses pages jour après jour. La version chapitrée donne un rythme bizarre à la série, qui ne convient ni à Takehiko, ni au public, qui semble peu intéressé par ce nouveau titre. Mais tout n'est pas à jeter. Cette publication a un mérite, elle va permettre à Takehiko de repenser son rapport aux éditeurs et peut-être revoir sa position. Mais pour le moment, il n'a pas vraiment le temps de prêter attention à tout ça, car les années 97-98 sont bien remplies pour lui. Il continue à enchaîner les prises de position basket avec plusieurs éditos et interviews dans les journaux et il va enchaîner les partenariats et les projets illustrateurs, mais toujours en rapport avec le basket. Couverture de magazines NBA, posters ou encore participation au character design de One on One, un jeu de basket sur PlayStation 1, il a donc de quoi s'occuper. D'ailleurs, petite parenthèse en parlant de jeux vidéo, Buzzer Beater, en plus d'être un des premiers mangas sur internet, va être un des premiers mangas sur PlayStation en 99. Non, je ne parle pas d'une adaptation manga en jeu vidéo, cela existe depuis bien longtemps. Buzzer Beater, le CD, est littéralement le manga animé sur console, reléguant la PlayStation au simple rang de liseuse. Mais bref, fin de la parenthèse. Car son plus gros partenariat n'est pas avec une boîte de jeux vidéo, des magazines ou une ligue. Son plus gros partenariat cette année, c'est avec Shiseido Alf, une marque de cosmétiques, avec laquelle il va réaliser en personne une publicité animée. Et en voyant le résultat de cette pub, on comprend clairement ce que reprochait Takehiko Inoue à la Toei, et on se met facilement à rêver à un animé supervisé par le maître lui-même.
Malheureusement, cette publicité ne fait que nous rappeler que Slam Dunk est fini et qu'il a laissé un manque sur la scène manga. Ce n'est ni le artbook sorti l'année précédente bourré de détails et de dessins colorés, ni la sortie de son nouveau one-shot Piercing en 98 qui comblera ce manque. Car malgré le joli clin d'œil du one-shot aux deux personnages de Ryota et Ayako, le préquel romantique de Slam Dunk n'en reste pas moins un simple one-shot. Néanmoins, celui-ci est publié dans le Weekly Shonen Jump, signe d'une hache de guerre enterrée et d'un potentiel retour? Eh bien, oui et non, car le retour a déjà eu lieu quelques mois auparavant, mais pas dans le Weekly, dans le Morning. C'est donc en 1998, après une période de liberté éditoriale, que Takehiko Inoue retourne sur le chemin de l'édition classique, avec ses conditions bien particulières et surtout avec une histoire qui n'a rien à voir avec le basket, puisqu'elle se base sur un livre qu'il a lu durant ses années de liberté et dont nous parlerons dans une prochaine vidéo.